Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité à Dumbéa cet après-midi, ce soir, nous montre encore une insécurité liée à l'insécurité routière, liée à l'alcool. On a un décret depuis 2008 qui réglemente la vente de boissons alcoolisées en Calédonie, mais il y a les marchés noirs. Et ils ne cessent de croître. Depuis le début de l'année, 79 dossiers de vente clandestine ont été enregistrés. Est-ce qu'il faut frapper ou pas un grand coup ? Moi, je crois d'abord que le décret alcool est utile. Il faut que ce décret soit appliqué et respecté. Ce n'est pas parce qu'il est parfois non respecté qu'il est mauvais en soi. Donc il faut maintenir ce décret, l'appliquer. Et je crois en effet qu'il faut frapper un grand coup, comme vous le dites, sur les comportements illicites ou sur le marché noir. Mais permettez-moi juste un complément, puisque on vous parlait de cet accident mortel, ou cet accident grave, il y a un instant dans le journal. Vous savez, il y a un vrai problème d'insécurité routière en Nouvelle-Calédonie. Nous avons cette année 54 tués. 54 tués, et à la même époque, l'année dernière, il y en avait 36. Donc il faut absolument lutter contre ce fléau. Ça passe bien sûr par des contrôles. La gendarmerie, la police sont présents et font ces contrôles. Mais ça passe avant tout et nécessairement par une modification du comportement du conducteur. Trop d'accidents sont dus à l'excès de vitesse, à l'alcool précisément, au non-port de la ceinture de sécurité. Juste une anecdote, pardonnez-moi, mais nous avons eu un accident très grave au col de la Pirogue il y a quelques jours, une fois de plus, des vies brisées, des familles brisées par cet accident. Et moi j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, dans le cadre de mes déplacements professionnels, de repasser au col de la Pirogue. Et j'ai constaté en voiture que de nouveau trop de personnes prennent des risques, vont trop vite. Et je me dis qu'il faut vraiment agir sur ce comportement, et l'État, les services de l'État sont prêts à s'associer là-dessus à tous les efforts du gouvernement. Vous pensez que la personne qui va être nommée Madame Sécurité routière, puisqu'on connaît maintenant son nom, va aider en ce sens ? Je n'ai aucune raison de penser le contraire, je le souhaite vraiment, et je voudrais lui dire que les services de l'État seront prêts, à côté d'elle, à travailler sur ce champ prioritaire qu'est la lutte contre l'insécurité routière. Mais la justice ne doit-elle pas aussi prendre sa part, notamment sur la vente d'alcool ? Malgré les réquisitions de la procureure, en juin dernier, à l'île des Pins, la Cour a relaxé un prévenu qui avait un débit d'alcool illégal. Ça aussi, c'est surprenant. Écoutez, moi, je ne commande pas les décisions de justice. Je pense que chacun doit prendre sa part et que, en tout cas, s'agissant de l'autorité administrative, nous agirons. Autre sujet qui fâche, monsieur le haut-commissaire, le projet de décret réglementant les armes à feu et la détention d'armes à feu et de munitions en Calédonie. Sera-t-il appliqué en Calédonie ? Quand ? Est-ce que dans le texte sera-t-il modifié ou pas ? Parce qu'il ne fait pas l'unanimité, semble-t-il. Il y a eu un premier texte qui, effectivement, n'a pas fait l'unanimité, qui a fait l'objet d'avis réservés ou défavorables. Un second texte est aujourd'hui en préparation au niveau parisien. Il a été soumis au Conseil d'État. Ce second texte sera prochainement soumis pour avis aux autorités calédoniennes, aux autorités politiques calédoniennes. Moi, je souhaite que nous progressions sur ce chemin, que ce décret, que cette adaptation de la réglementation puisse être adoptée, puisque c'est une nécessité, je crois, en Calédonie de mieux encadrer la possession d'armes. D'autant qu'il n'est pas restrictif, ce texte. Si j'ai un casier judiciaire, je peux avoir des armes. Si j'ai un problème mental, je peux avoir des armes. Donc, ce texte en l'état n'est pas satisfaisant. Ce texte en l'état n'était pas satisfaisant, mais j'espère que le prochain texte, ce second texte est en préparation, permettra un encadrement plus strict et plus significatif. Alors venons-en, si vous voulez bien, au comité des signataires, 12e comité des signataires. Il vient de se terminer à Paris. On lui a reproché d'être préparé dans l'urgence. L'UC l'a boycotté, les réserves du Rassemblement, du Front pour l'Unité, on sait tout ça. Mais une méthode a quand même été retenue à l'issue de ce 12e comité des signataires, et notamment la constitution de groupes de travail. Tout à fait. Vous savez, on savait d'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, l'Union calédonienne a souhaité ne pas se rendre à ce comité des signataires. Je crois que beaucoup l'ont regretté. Le Premier ministre l'a regretté. Et nous avons à cœur, bien sûr, de renouer les liens du dialogue avec l'Union calédonienne, ce qui a déjà commencé. Il y a eu des entretiens à Paris vendredi avec différentes autorités politiques nationales. Et l'Union calédonienne a été tenue informée des résultats de ce comité. Je crois qu'il faut absolument retrouver les voies du dialogue. Alors, sur les grandes conclusions, les principaux travaux, d'abord, ça a été un comité qui s'est tenu effectivement. Il y a eu des débats importants, un vrai dialogue constructif. Le Premier ministre l'a rappelé au cours de ce comité. Il y a eu d'abord un certain nombre de principes, de méthodes qui ont été définis. On savait d'ailleurs que sur ces grands sujets stratégiques, souvent complexes, ce serait surtout un comité de calendrier et de méthode. D'abord sur le sujet institutionnel, vous savez, sur la question fondamentale de la sortie de l'accord, il a été décidé de constituer des groupes de travail dont j'aurai
la responsabilité d'assurer l'animation sur les 3 grands sujets qui sont cités dans l'accord de Nouméa quant à la consultation de sortie, c'est-à-dire le passage de la citoyenneté à la nationalité, c'est-à-dire la souveraineté internationale, c'est-à-dire enfin les compétences régaliennes. Donc l'idée, c'est bien de commencer, après le rapport Méliens-Soukramanien-Courcial qui a présenté des grands scénarios, des grandes hypothèses, il s'agit maintenant très concrètement de voir ce qu'impliquent, ce que contiennent ces 3 thèmes que j'évoquais. Et oui, allez-y. Pardon, j'animerai ces réunions, mais en m'appuyant bien sûr sur les experts qui ont été désignés récemment par le Premier ministre. Et sur ce calendrier, on a une date et on a la composition de ces groupes de travail déjà ? Alors, les groupes de travail, localement, nous retrouverons les groupes politiques qui sont représentés au Congrès, et à ce groupe, ce sera la constitution de base, et à ces groupes de travail constitués ainsi localement viendront s'ajouter, si je puis dire, les 2 experts, la mission Christnart-Merle, plus d'autres experts qui pourront, à la demande, s'associer à ces travaux. Alors, un point important aussi sur les listes électorales spéciales qui ont été évoquées lors de ce comité des signataires pour la consultation. On a parlé des commissions administratives. Elles ne changent pas. L'État propose un magistrat supplémentaire dans la composition. Ça ne fait pas l'unanimité. L'UC n'est pas trop d'accord sur cette question-là. C'est un sujet difficile. D'abord, derrière le sujet des commissions administratives, il faut bien voir que ce qui est en jeu, c'est la sincérité, la transparence, la sincérité, la légitimité du scrutin de sortie qui doit avoir lieu comme il est prévu par l'accord de Nouméa. Donc derrière des questions souvent techniques, il y a un élément fondamental qui est la sincérité du scrutin. Il y a eu beaucoup de critiques sur les commissions administratives, sur la composition, sur ce que certains considéraient comme un défaut d'impartialité, un défaut d'objectivité. Donc la proposition du gouvernement, après en avoir débattu, moi j'ai l'occasion de tenir plusieurs réunions ici à Nouméa, la proposition du gouvernement présentée en comité des signataires, ça a été en effet de passer de 5 à 6 membres et donc de 1 à 2 magistrats pour mieux garantir l'impartialité, l'objectivité de ces commissions. Cette proposition, aujourd'hui, ne fait pas l'unanimité. Elle est acceptée par Calédonie Ensemble, elle est acceptée par l'UNI-PALICA, elle a été écartée, vous l'avez rappelé, par l'Union calédonienne à ce jour, mais je sais qu'il y a eu de nouveaux contacts, de nouvelles discussions à Paris là-dessus. D'autres mouvements l'ont également écarté. Je crois qu'il faut continuer à réfléchir, il faut continuer à travailler ensemble. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Nous allons reprendre le dialogue, nous allons reprendre le débat au niveau local, au niveau de la Nouvelle-Calédonie. J'animerai ce débat. Il faut y réfléchir, il faut vraiment que la composition des commissions, parce qu'encore une fois derrière cela il y a l'enjeu de transparence du scrutin, il faut la composition des commissions ne souffre qu'une critique et le débat doit se réouvrir là-dessus. Pour avoir toute la légitimité. Autre point important, les démarches à entreprendre pour être inscrits. Donc là il y a 4 catégories, je les rappelle brièvement, ceux qui sont inscrits en 98, ceux qui ont un statut civil coutumier, ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et ceux qui sont nés en 89 avec un parent qui a voté en 98. C'est cela, je ne me trompe pas. Oui, en effet, les 4 catégories que vous évoquez, ce sont les 4 catégories d'électeurs pour lesquels il y a une automaticité. Nous estimons qu'il pourrait y avoir une inscription automatique sous réserve d'expertise qu'on a menée et après modification de la loi organique, puisque cette automaticité, cette inscription automatique nécessite une modification de la loi organique. Le gouvernement est d'accord là-dessus. Le gouvernement est d'accord pour engager une modification de la loi organique. Donc ça, vous savez que les catégories d'électeurs sont plus nombreuses, les catégories d'électeurs appelés à voter. Ça, ce sont les 4 catégories d'électeurs pour lesquelles il pourrait y avoir automaticité. Les autres devront fournir les autres devront faire une démarche volontaire et fournir un certain nombre de pièces justificatives. Mais j'appelle votre attention sur le fait qu'il y avait eu beaucoup de critiques sur la nécessité pour tous d'accomplir des démarches et que le fait d'avoir repéré ces 4 catégories pour lesquelles, sous réserve d'expertise complémentaire, nous pourrions aboutir à une inscription automatique, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ces 4 catégories représentent beaucoup plus que la majorité des électeurs. Nous serions à plus de 100 000 électeurs si nous réussissons là-dessus. Donc cette proposition, elle a fait l'objet d'un consensus des partenaires politiques au sein du comité des signataires et au cours du comité des signataires. Il faut qu'on continue à expertiser juridiquement et il faut aussi recueillir là-dessus l'avis de l'Union calédonienne. Alors il faut aussi que l'État précise le périmètre des intérêts matériels et moraux, car cette notion apparaît aussi. Là, c'est assez subtil quand même. Alors, d'abord, dans une des catégories que vous évoquez, être né en Nouvelle-Calédonie et avoir été inscrit, être inscrit ou avoir été inscrit sur la liste électorale générale en Calédonie,
Si on remplit ces deux conditions-là, pardon d'être technique, on pourrait considérer qu'on remplit la condition intérêts matériels et moraux. Avoir eu ces intérêts matériels et moraux sur le territoire calédonien. Mais au-delà de cela, et indépendamment de cette catégorie, certains ont souhaité en effet que l'on précise cette notion qui est purement jurisprudentielle d'intérêts matériels et moraux. Et au cours du comité des signataires, le gouvernement s'est engagé, en lien bien sûr avec l'État local, s'est engagé à mener un travail de recensement de la jurisprudence pour essayer de préciser cette notion d'intérêts matériels et moraux et d'aider les lecteurs potentiels à faire la preuve, à apporter la preuve qu'il a ses intérêts matériels et moraux sur le territoire. Alors, 2 points encore avant de conclure. La stratégie nickel, c'est un sujet brûlant pour le pays, car on s'aperçoit qu'il y a des divergences. Et là, vous allez ouvrir, le comité a décidé d'ouvrir le comité des présidents aux signataires, sous votre présidence. Tout à fait. Chacun sait que le nickel est une richesse extrêmement importante pour la Calédonie. 25% des ressources mondiales connues de nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est considérable. C'est une opportunité de développement pour la Calédonie très importante. Chacun sait aussi que sur la stratégie pays en matière de nickel, il y a des débats, il y a des divergences. Et pourtant, cette stratégie pays, elle est décisive, elle est indispensable. Les divergences ou les débats, on sait sur quoi ils portent. La maîtrise, la gestion de la ressource minière, le débat entre exportation ou production sur place ou transformation sur place du nickel, ce qu'on peut appeler la gouvernance du nickel, c'est-à-dire la place des collectivités publiques dans les entreprises, au sein des établissements miniers. Tout ça fait l'objet de débats importants. Donc il faut rapprocher les points de vue. C'est indispensable pour le développement de ce pays. D'où ce comité des présidents qui va s'ouvrir. À la demande du Premier ministre, je réunirai ici un groupe de travail sur le nickel qui sera ce qu'on appelle le groupe des présidents d'institutions auxquels pourront s'associer les signataires. Et je souhaite qu'on puisse commencer, on ne va pas tout régler en quelques jours, mais je souhaite qu'on puisse commencer ces travaux rapidement. Un dernier point sur l'article 27. Là, il a été très clair que le Congrès seul a le pouvoir de déclencher cet article 27 et ses transferts optionnels. Et là-dessus, vous nous le confirmez. La position du gouvernement français est claire là-dessus. L'article 27 qui prévoit le transfert de trois compétences, je le rappelle rapidement, communication audiovisuelle, enseignement supérieur et contrôle administratif et contrôle des collectivités. Cet article 27, il y a en effet des débats sur le point de savoir si ces compétences doivent être obligatoirement ou non transférées avant le scrutin de sortie. L'interprétation de la loi organique est claire. C'est au Congrès qu'il revient de décider de transférer ou non ces compétences. Pardon, je vous en prie. Monsieur le haut-commissaire, l'équidistance prônée par Manuel Valls va-t-elle être difficile à trouver ou pas ? Non, moi je pense que le rôle de l'État est de favoriser cette équidistance, d'être un partenaire actif, engagé, mais impartial. Actif ne veut pas dire partial, actif veut dire au contraire engagé et impartial. Je pense que dans les moments difficiles de son histoire, ce pays a déjà fait la preuve de la possibilité de trouver un accord sur les sujets qui peuvent sembler au premier abord les plus difficiles. Monsieur le haut-commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.